voilà, Fred Savard avec vous pour une 8e saison. 8e saison. Très content de vous retrouver. Ça a été un été particulier, je dois l'avouer. J'ai vraiment tout décroché, tout. J'ai tout crissé ça là, comme on dit dans le milieu. J'avais besoin de repos. C'était une grosse année l'an dernier. Je dois l'avouer, une fatigue. Fatigue civilisationnelle. Je pense que je peux le dire comme ça. Avec tous ces tumultes qui nous viennent du Sud et qui sont maintenant chez nous. Et je me suis vraiment... Il y a eu une autre période de remise en question. J'en ai peut-être déjà parlé. Je suis très mauvais pour être en vacances. Ça me prend vraiment plusieurs jours, voire une semaine ou deux avant de me sentir en vacances, avant de décrocher complètement, avant de ne pas me sentir mal d'être en vacances, de me dire j'en ai-tu fait assez. Puis bon, la nature de mon travail depuis quelques années avec ce projet-là, entre autres, et tout ce que je fais, c'est d'être un entrepreneur. Donc, ça vient avec plein d'avantages, mais ça vient aussi avec beaucoup d'inquiétudes, de stress. Est-ce que ça va fonctionner financièrement? Est-ce que les gens vont être au rendez-vous? Est-ce que les donateurs vont être au rendez-vous? Est-ce que les partenariats avec la chaire de recherche vont se poursuivre? Et bon, alors, puis moi, je suis de nature un peu anxieuse, je dois l'avouer. C'est ça. Ça a fait que je me suis beaucoup questionné et je me suis rendu compte aussi que c'était difficile d'être beaucoup dans les abstractions, dans les idées, puis j'avais besoin de concret. Fait que ça a beaucoup animé mon été. Cela dit, je me suis reposé. Et là, j'ai envoyé une première infolettre il y a quelques jours. Si jamais vous l'avez pas reçu, l'infolette, là, parce que je suis en train de faire le ménage dans la gestion, parce qu'il y a plusieurs listes que je dois gérer avec mon application d'infolette. Il y a les donateurs, il y a l'infolette générale, puis c'est encore pas à mon goût, là. Alors, si vous ne l'avez pas reçu, je suis désolé, je vais vous la résumer. Mais en gros, j'ai annoncé que il y allait avoir probablement moins d'épisodes cette saison-ci parce que j'en fais beaucoup. L'année passée, j'en ai fait plus que 40. Et je me rends compte quand je croise des gens que souvent ils sont toujours un peu gênés, puis ils me disent hey, en passant, je suis en retard dans les épisodes. Puis alors je me dis OK, je me suis peut-être créé au fil des saisons cette espèce d'urgence d'obligatoirement publier un épisode par semaine. Puis des fois, j'ai envie aussi de prendre plus mon temps pour peut-être peaufiner certains épisodes, certaines réflexions, être plus présent aussi. C'est drôle, hein? C'est mon podcast, il porte mon nom, mais puis je pense que c'est important aussi que les chroniques aient la place qu'elles ont. Puis ça va continuer. Mais des fois, je me trouvais un peu effacé. C'est-à-dire, oui, j'anime, bon, je passe la POC, comme on dit dans le milieu. En passant, je dis souvent cette expression-là parce que mon fils l'utilise maintenant du haut de son ironie de 4 ans et demi. Fait que ça me fait bien rire. Fait que j'ai envie de regagner une prise de parole, mais en même temps, j'ai l'impression que ça participe de la cacophonie. Fait que je vais essayer de voir comment je fais ça, mais j'ai vraiment envie d'un peu faire bouger la formule. J'ai annoncé aussi que les cachets allaient être majorés des chroniques, donc il va peut-être en avoir un peu moins, mais ils vont être mieux payés. Ils passent de 200 à 275 $. Je trouve ça important de le dire, parce que c'est en partie grâce à votre participation financière que tout ça est possible. Puis je pense que c'est important de bien payer les chroniqueurs et les chroniqueuses. Et je pense que je dépasse aussi ce qu'on offre comme cachet de base à la radio de Radio-Canada. Puis ça, c'est une maudite belle fierté que j'ai de faire mieux que notre bon diffuseur public. Je pense que, en tout cas, à me fier à vos commentaires, cette balado fait mieux à plusieurs niveaux, pas seulement pour les cachets qui sont offerts. Alors voilà, c'est un petit résumé. Je ne vais pas prendre trop de temps pour ce premier épisode parce qu'il va en avoir bien d'autres cette saison-ci, mais c'est ça. Je réfléchis, je veux faire bouger la formule, je veux que ça existe encore, puis je veux me préserver là-dedans aussi pour pas que la lassitude s'installe. C'est pas le cas, mais je suis très attentif. Alors voilà, vous aurez l'occasion de m'écrire si vous voulez, balado@fredsavard.com, si vous avez envie de participer au dialogue sur comment vous avez envie que ça se profile, ça se développe, ce projet-là, pour qu'il puisse continuer à exister, en fait. Alors voilà.
C'est 4 sur table. Bon, on va aller tout de suite au premier épisode. Il est enregistré. Je l'ai enregistré la semaine dernière au Festival de la Ville de Québec, le Festival de cinéma de la Ville de Québec. C'est un partenariat que j'ai avec eux. C'est le fun parce qu'ils m'invitent. Ils donnent une somme colossale pour que je sois là. Et comme baladiste et comme DJ. Mais j'ai surtout carte blanche. Puis là, vu qu'Hélène Faradji était la directrice de la programmation de cette édition, on a pu monter un épisode, je pense, vraiment intéressant sur 3 documentaires qui ont été présentés au festival et qui, je crois, et j'espère, et je me croise les doigts, pourront être disponibles probablement sur les plateformes de streaming, mais sur grand écran. Ça sera vérifié. Je vous donnerai les détails s'il y en a, si j'en ai, à la fin de l'épisode. Ces 3 documentaires qui mettent les femmes devant ou derrière la caméra et qui sont criants d'actualité. Et on a demandé à Agnès Maltais, qui habite à Québec, qui est une femme politique de la Ville de Québec, de se joindre à nous dans la discussion qu'on a faite devant public à la Maison de la littérature. Alors, c'est un épisode devant public sérieux, mais en même temps, parce que je voulais aussi parler à Agnès Maltais, parce que je voulais qu'on parle des Folles Alliées, ce groupe d'humour féministe. Elle en a fait partie pendant les 10 ans qu'a duré le groupe. 9 ans. Les Folles Alliées. Et moi, c'est par rapport au livre de Lucie Godbout qui a été écrit sur la vie de ce groupe de femmes qui ont fait de l'humour féministe dans les années 80, dans cette décennie morose post-référendaire, supposément. Il y avait autre chose. Fait que j'étais vraiment content de pouvoir en parler avec elle et de ces 3 documentaires qui vont couvrir vraiment ce qui se passe aux États-Unis, la montée de l'extrême droite, le dialogue, les limites du dialogue, la spiritualité et le féminisme, et aussi un portrait incroyable d'une jeune humoriste arabo-israélienne qui essaie de faire de l'humour politique dans le contexte qu'on connaît en Israël avec la guerre et le génocide en Palestine. Alors voilà, 3 documentaires vraiment extraordinaires et des réflexions, j'espère, qui nourriront votre esprit. Voilà, c'est le menu pour ce premier épisode de la balado de Fred Savard. La 8e saison est en marche. La glace est cassée. Bon épisode, tout le monde. Et oui, 8e saison, épisode 1. Je suis à Québec avec plusieurs personnes, dont Hélène Faradji. Bonjour! Allô, Fred! Comment ça va? Ça va bien, merci. Et vous-même? Ça va très bien. Il faut que je répète, je l'ai dit souvent, je répète. Hélène, quand j'ai annoncé à la fin, c'était début 2019 que je faisais un podcast, Hélène a été la première à m'écrire pour me dire « Hey, moi, j'aimerais s'embarquer. » C'est vrai. Et vous êtes encore là. Bah oui, je m'accroche comme un mollusque à son rocher. Non, je dirais pas ça. Je dirais pas mollusque ni rocher. Je vais saluer Agnès Maltais. Bonjour, Madame Maltais. Bonjour, Monsieur Savard. Content de vous rencontrer. On s'est déjà croisés, hein. On l'a dit tantôt. Oui, les apartistes. Oui. J'étais allé on avait fait un spectacle pour le congrès du PQ en 2003. Hey, c'était le fun, ça fait du bien. Ouais, je me rappelle, on avait un sketch où Christian Vanasse, petite anecdote, Christian Vanasse imitait Pierre-Carl Péladeau, faisait Citizen Carl, et moi je faisais Michel Morin, le journaliste de Radio-Canada à l'époque, et PKP gonnait le journaliste parce qu'il posait trop de questions, et on avait un vrai fusil pour l'athlétisme. Et on n'avait pas averti les policiers. C'était Bernard Landry qui venait d'arriver, je pense, en 2003. Ça se peut-tu? Oui. Bon, c'était le chef. Bon. Et là, on répète, on tire du fusil. Et là, il y a à peu près 9 taupins de la SQ qui arrivent courant pour savoir ce qui se passe. Et on les a avertis que ça allait se reproduire le soir même. Alors voilà, fin de l'anecdote. Merci d'être là. Je suis content que vous soyez là parce que on va comprendre pourquoi. Hélène. Oui. Bon, évidemment, c'est bien le fun. Là. Vous êtes là depuis le début de la balado. Oui, mais bon. c'est pas juste pour ça. C'est pas juste pour ça qu'on est ici. C'est que vous avez dirigé la programmation. Oui. De cette édition du Festival du cinéma de la Ville de Québec. C'est pour ça qu'on est là. Exactement. À la Maison de la littérature. Oui. Et là, la thématique. En fait, parlez-nous un peu de qu'est-ce qui vous a orienté dans vos choix. Mais le Festival de cinéma de la Ville de Québec, depuis l'an dernier, a pris un virage résolument sociopolitique.
Donc avec cette idée que le cinéma, c'est une des meilleures portes d'entrée pour parler du monde, pour parler des grands enjeux qui nous préoccupent tous et toutes. C'est ce que je fais d'ailleurs à la balado quand je viens parler de films. C'est une porte d'entrée pour tout le monde. D'abord, je crois que par cette façon-là, tout le monde se rappelle que le cinéma lui appartient. C'est pas une affaire juste pour les cinéphiles, c'est pas une affaire juste pour les artistes. Le cinéma, c'est à tout le monde. Et par le cinéma, on peut parler d'absolument tout ce qui nous préoccupe. Donc ça, c'était le virage amorcé l'an dernier. Et cette année, petite particularité, les perspectives féminines sur le monde. Ouais. Donc les femmes. Ouais. Les femmes au cœur de la programmation, que ce soit par la présence de femmes cinéastes ou par des héroïnes fortes, complexes, intrigantes, ambivalentes. Pourquoi ? Parce que les hommes aussi peuvent filmer des femmes et avoir un point de vue féminin sur le monde. Ça, j'en suis persuadée. Au cours des dernières années, même à la balado, j'en ai beaucoup parlé, le male gaze, le female gaze, c'est devenu des grands enjeux de la représentation. Mais dans le fond, peu importe qui est derrière la caméra, ce qui est important, c'est comment on regarde le monde. Ouais. Puis je pense que les perspectives féminines, ça a s'imposé cette année parce que 2025, c'est 2025, quoi. C'est cette année-là où on voit le monde s'écrouler autour de nous. On se sent tous et toutes complètement perdus. Les repères s'écroulent. Pas juste chez nos voisins du Sud, partout dans le monde. Et en général, les premiers signes de cet effondrement-là, c'est une attaque contre les droits des femmes. Oui. C'est en général les femmes qui sont les premières victimes de la montée des autoritarismes, des totalitarismes. Et la preuve en est, un des premiers droits qui a été supprimé aux États-Unis, c'est le droit à l'avortement. Oui. C'est par ça que les choses se sont enclenchées, si on veut. Ouais. Et donc, j'ai eu envie de concevoir toute cette programmation-là avec l'idée que non seulement il y a cette position un peu particulière des femmes dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, mais qu'en plus, elles sont une force de résistance incroyable. Non seulement incroyable, mais en plus hyper diversifiée. Une résistance qui s'exprime par parfois la joie, par parfois de la résilience, par parfois du combat. Mais j'ai trouvé ça admirable, en fait, dans les films que j'ai vus cette année, de constater à quel point une femme qui se tient debout, il n'y a rien de plus fort, il n'y a rien de plus puissant. Et c'est peut-être en ça qu'on devrait placer notre espoir pour une éventuelle suite du monde, si elle est encore possible. Oui, parce que les messieurs au pouvoir, là... ça marche pas très bien. Ça fait un petit bout, puis on va pas faire de l'essentialisme. Non. Mais peut-être qu'on pourrait brasser un peu les cartes puis avoir autre chose. Justement, on a un exemple avec Agnès Maltais. Oui. On vous a invité parce que, pour trois raisons. Premièrement, vous habitez à Québec. Oui, monsieur. Voilà, vous avez été députée, donc vous avez été politicienne. Je trouve ça intéressant. Puis vous savez, à la balado, on invite... Moi, je dis femme politique, parce que politicien, ça fait tellement chicaneux et tout. Intéressant. Mais femme politique. Moi, je suis une femme politique. OK. Comme les Français qui disent les politiques. OK. Et vous avez été humoriste. Oui, j'ai été membre, une des fondatrices de la troupe Les Folles Alliées pendant 9 ans. Et j'ai ce livre. Je vais vous dire une autre anecdote. Ce livre, à Radio-Canada, à l'époque où j'étais à la radio, à la fin de chaque année, les recherchistes de toutes les émissions, puis à l'époque, la Tour Brune, là, chaque étage, il y avait plusieurs bureaux, avec chaque émission avait son bureau, puis c'est des bureaux cubicules. Bon, les recherchistes, tous les livres qu'ils ont reçus dans l'année, ils les amènent sur des chariots au centre, et là, on peut piger dedans. Et c'est comme ça que j'ai trouvé ce livre, Les Dessous des Folles Alliées, un livre affriolant. C'est écrit par Lucie Godbout, qui était... Une des 4. Voilà. En fait, une des 5, des 4. On n'a jamais su combien on était. Bon, ça fait longtemps que j'avais envie de parler à quelqu'un qui a fait partie de ce groupe-là. Parce que moi, je me rappelle, j'avais peut-être 17 ans, j'avais vu un des spectacles, une des captations qui était C'est parti mon sushi. Qui était un show cru. Voilà. Un show cru. Et moi, je me vante encore d'avoir été les premières d'un groupe de femmes à chanter Masturbation sur une scène publique. À une époque où la sexualité féminine n'était pas... c'était pas mal tabou. Oui, voilà. Donc, et je reçois pas de politiciens, politiciennes normalement, mais là, vous êtes
vous êtes retraité. Alors, c'est pour ça que vous êtes là. Je pense que vous allez avoir moins la cassette que peut-être à l'époque. Malgré, je pense que vous n'étiez pas dans le genre à avoir la cassette. Ben, j'aime pas Simon ça. Souvenir, J'aimais pas beaucoup la cassette. Non, voilà. J'aimais pas beaucoup la cassette. Alors là, vous allez être là pour... vous avez vu certains films qu'on va aborder ici. Hélène, on en a choisi 3 Oui. sous votre recommandation. On va commencer par le premier qui s'appelle American Pastoral. On va aller tout de suite écouter un extrait, puis on va pouvoir en discuter par la suite. The fact is, Trump won that election. You know, we bring up these kinds of things in public conversation, and you get called conspiracy theorist and whack job and all this stuff. I don't regret the opportunity to go down there and pray and intercede for that. I really don't. And I even brought Corey, our 15-year-old at the time, because I wanted him to witness what democracy and what freedom looks like. Once the tear gas started and the smoke bombs started, I headed for the bus because I had my 15-year-old with me, you know? And I'm sitting on the bus and I'm on my way home and the Spirit of God came over me like a flood and I wept. I get emotional already. I get emotional even thinking about it, but I wept almost all the way home. But what God was telling me was I was allowing an opportunity for my people where the whole country is watching to get up, to walk to the front of the line, to put my back to the doors, to put my back to the Capitol Police and say, this isn't happening like this. I feel so bad about it. Alors, voilà. C'est un documentaire d'Aubéry Adler. Parlez-nous un peu d'elle. C'est une journaliste française? C'est une journaliste, en effet, qui a décidé de réaliser un long métrage documentaire, donc de s'éloigner un peu de la perspective purement journalistique pour véritablement s'immerger dans une réalité très particulière. On est en 2023, en fait, dans un tout petit village en Pennsylvanie. Elizabethtown. Exact. Et doit arriver une élection au conseil scolaire, le school board de la petite ville. Il y a 5 membres à remplacer. Sur 9. Sur 9. Il y en a déjà 4 d'extrême droite. Puis les 5 sièges à pourvoir, évidemment, vont être disputés entre les démocrates peut-être un peu mou, on va dire, et cette espèce de mouvance trumpiste fondamentaliste chrétienne. Exactement, qui en 2023 commence à prendre cette ampleur-là. Et ce film-là, je le trouve extraordinaire parce que on est 1 an avant l'élection générale de Trump, on est dans un environnement micro, mais ça nous fait voir exactement ce qui allait se passer l'année suivante. Donc en 2024, au niveau national. C'est absolument incroyable à voir parce que on sent cette espèce de poussée religieuse, réactionnaire, autoritariste, mais dans le contexte scolaire. Fait que ça rend ça encore plus terrifiant parce que c'est des discussions sur quels livres on va avoir le droit de mettre dans les bibliothèques. Comment est-ce qu'on doit réagir face à la présence des armes dans la ville pour plus qu'il n'y ait de tireurs dans les écoles. Évidemment, vous devinez la réponse de ces gens-là. Oui, parce que celui qu'on a entendu dans l'extrait, c'est un de ceux qui est, je pense, un vétéran, très, très, très fondamentaliste chrétien, qui organise même une espèce de milice citoyenne avec des hommes assez âgés, là, des 50 ans et plus, je peux le dire, parce que je suis dans cette gang-là. Pas dans la milice, mais dans le... Ça va être un coming out intéressant. S'il faut qu'on... Vous êtes du bon côté si vous voulez. Et lui est très, très, très croyant. Croit aux armes à feu énormément. 100%. Et il représente un peu cette mouvance-là. Agnès Maltais, vous avez vu le film? Oui, j'ai vu le film. Moi, ce qui m'a surpris, c'est la puissance du mensonge. Parce qu'il commence, d'ailleurs, c'est le fun parce que cet extrait-là, je m'en souviens très bien, il m'avait marqué. Il commence en disant, oui, mais là, Trump a gagné. Oui. C'est un fait. Oui. Voilà. Alors, il commence en disant que c'est un fait. Donc, c'est inébranlable au départ. Le mensonge est incrusté, installé.
Et puis là, ils vont propager. Quand ils vont Parce rencontrer... mais l'anecdote qui amène son fils, c'est à l'insurrection du 6 janvier. Oui, c'est incroyable. Oui. Et il regrette de ne pas avoir bloqué la police. De ne pas avoir été plus violent, Oui. c'est ça, vraiment. C'est capoté. Oui, puis ils attaquent les livres, évidemment, la sexualité, ils attaquent les queers, les homosexuels, tout y passe. Mais ils utilisent le mensonge, même dans le porte-à-porte. Ils racontent que les jeunes peuvent avoir accès à des livres horribles, puis il faut les enfermer d'un local barré dans la bibliothèque. Puis ce qu'ils disent aux gens qui disent, mais c'est de la censure, ils disent non, vous allez pouvoir y aller, ils vont juste être barrés en arrière. Donc, vous avez accès aux livres. Moi, mes jeunes, que je ne veux pas qu'ils aient accès aux livres, ben, ils n'auront pas accès. On est égal. On prend soin de vous. C'est incroyable. Il y a une manipulation des concepts. Il faut comprendre aussi ce film-là. Ce qui est intéressant, c'est vraiment une plongée dans un milieu qu'on ne connaît pas ici. Quand on parle des États-Unis dans les médias, on est beaucoup... En fait, les témoins, souvent les journalistes parlent à d'autres journalistes, lisent les journaux américains. Ça se passe beaucoup dans les grands centres urbains. Et là, on est dans une ville, dans un contexte rural, où l'Église, des deux côtés, que ce soit les démocrates ou les républicains, l'Église est centrale. Puis je trouvais intéressant de voir ce film-là, alors que présentement au Québec, il y a le retour d'un débat sur la prière de rue, supposément, qui serait partout, qu'il faut légiférer. En fait, un débat sur qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui croient. C'est vrai. Et je trouve il y a un décalage entre ce qui se passe présentement dans l'actualité et ce film-là. Et la beauté de ce film-là, c'est qu'Aubery Edler, elle qui a couvert des guerres, des conflits armés, une grande journaliste n'intervient pas du tout. Non, c'est du cinéma direct. C'est-à-dire qu'elle utilise sa caméra comme celle d'un témoin. Et qu'elle ne pose pas de questions, elle l'enregistre et ça nous permet à nous d'être parfaitement immergés dans ce qui se passe. Et donc de vivre un peu cette réalité étrange qui allait donner les résultats qu'on sait en 2024 de façon très presque physique. On le ressent, on est avec eux, on est dans cette espèce de montée poisseuse qui semble tout engluée. Et on est à la fois sidéré et terrifié. C'est vraiment un film assez prenant. Puis c'est drôle, en le regardant la première fois, je me disais, mais comment ça se fait, alors que ça existait en 2023, qu'on l'a pas plus voir venir. Pourquoi on ne s'est pas alerté plus tôt? Mais c'est-à-dire les Québécois... par rapport les Américains, le monde entier. Les Américains, ils étaient interpellés par ça, là, ils suivaient ça. Mais regardez, ils ont commencé par travailler les conseils municipaux. Les endroits, ils ont pris tranquillement du pouvoir un peu partout. Ils ont remplacé la droite religieuse, ont remplacé les juges locaux. Les procureurs. Alors, c'est une montée tranquille. C'est Steve Bannon qui avait dit il faut reprendre le terrain, le grassroots. C'est ça, à la base. Ben, savez-vous, ça m'a rappelé. Dans ma circonscription, je rappelais toujours à mes troupes, est-ce qu'on a du monde au conseil scolaire? Est-ce qu'on a du monde à la régie de la santé? Pourquoi? Pour deux choses. Pour évidemment, transporter des idées, mais aussi écouter, entendre. Savoir ce qui se passe. Savoir ce qui se passe. Or, eux autres, c'est ce qu'ils recommencent à la base. Ils vont convaincre les gens à la base, ils vont occuper des postes de pouvoir. Et ils vont changer le monde. Puis il faut comprendre aussi, puis c'est pour ça que je trouve que ce film-là, American Pastoral, il y a des résonances ici parce que on sent que l'Église a pris le relais d'un État défaillant. Puis aux États-Unis, les libertariens sont là depuis longtemps, qui veulent détruire en fait le filet social avec toute cette idée que chacun est libre de son destin puis il suffit de se retrousser les manches. Mais on sent qu'il y a un projet politique derrière ça. C'est-à-dire que quand l'État recule, ben, la nature aura du vide et c'est la religion qui prend le pas. Agnès Maltais, dans les notes que j'ai accumulées pour préparer l'entrevue avec vous, j'ai vu que vous étiez dans un groupe parlementaire Québec-France et Québec-États-Unis. Non, j'ai pas fait Québec-États-Unis. J'ai fait Québec-France longtemps, mais les groupes parlementaires, ça varie. Hein. Moi, je vais vous dire, là, à part la présidence du groupe parlementaire, il ne faut pas accorder une énorme
Une énorme importance à ça. Faut faire attention, là, sinon le religieux va te prendre le J'ai plancher. aucun là. problème avec ça. C'est des belles occasions de rencontre. Il faut voyager. Il faut que les parlementaires rencontrent et aient des idées, puis aillent chercher des idées ailleurs. C'est important. C'est important pour la démocratie. Il faut partager la démocratie. Il faut partager les façons de changer une société, de travailler une société. Mais quand vous étiez politicienne, est-ce que vous avez eu la chance d'aller aux États-Unis? Est-ce qu'en fait, c'est un pays que vous connaissiez bien avant de voir un film comme American Pastoral? Ben, je le connais. J'y ai voyagé. J'aime beaucoup, beaucoup le sud-ouest des États-Unis. Moi, les grands parcs et cette région-là, j'adore ça. Je suis allé régulièrement. Puis j'allais dans l'est des États-Unis, surtout New York, qui est une ville que j'aime beaucoup, que j'adore. Là. Mais je suis sera bientôt militairement occupé, probablement. Probablement, oui. Si on suit, avec la garde nationale, rien que ça. Un autre mot sur ce film-là, avant de peut-être passer au prochain. Vous l'avez dit un peu tantôt, Agnès et Hélène, c'est que oui, ça fait peur, mais en même temps, c'est que tout ça se fait dans la politesse, la civilité. Oui. Les gens se parlent, les gens... je sais, on est beaucoup dans cette idée-là du dialogue, puis on le voit très bien aujourd'hui avec la mort de Charlie Kirk, où les médias ici, entre autres, j'ai l'impression qu'ils le découvrent et ils parlent de lui comme un influenceur conservateur alors qu'il était beaucoup plus que ça. Et on salue beaucoup sa capacité de dialogue sans gratter un peu les idées qu'il mettait de l'avant. Et je veux qu'on ait écouté un autre extrait. C'est la même personne qu'on a entendu tantôt avec un citoyen visiblement démocrate. Puis je trouve que cet extrait-là parle parce qu'il nous montre les limites du dialogue. I don't understand why we want to limit access to any. Well, that's your opinion, Right. From your moralistic point of view. Okay, but I have mine, and I can respect yours, and I want to protect yours. Yeah. Okay, I don't want to remove the book. But where's your effort to protect mine? Books are the I do foundation. too. Books are the foundation I do too. of society. I agree. And so when you put barriers in the way of access to books, freedom suffers. We're done. We are. Have a good day. Thank you. Alors, notre ami très croyant demande à ce citoyen qui, lui, veut que les livres soient accessibles partout dans les écoles, avec, bien sûr, supervision des bibliothécaires. Parce qu'on bon. Et l'autre personne lui dit, OK, moi, je fais un effort, on va les mettre, les livres, dans la bibliothèque. Évidemment, dans sa tête, ils vont être sous-scellés. Oui. Mais toi, quel effort tu fais pour accommoder ma liberté? Ouais, c'est ça. Et moi, ça, cet exemple-là, je vais dire, OK, à partir de là, si on manipule les concepts comme ça, le dialogue est impossible. C'est un peu le constat auquel on arrive. Parce que là, il y a la mauvaise foi. Ben oui. En fait, c'est aussi une position très, très victimaire, souvent, Ben, moi, je suis victime, moi qui suis du côté autoritaire, je suis victime de toutes ces pressions libérales, woke, peu importe comment tu appelles ça. Et donc, je dois être compensée. Je dois être... il faut que tu trouves, toi, qui désire plus d'ouverture et de tolérance, une façon de me tolérer moi. Mais moi, je ne te tolérerai pas, par contre. C'est ça. Fait que c'est un espèce de cercle vicieux dont personne ne peut sortir gagnant, évidemment. Je sais pas comment on va faire, mais moi, ça m'habite énormément. Aubry Adler l'a dit, elle dit, quand j'ai filmé ces gens-là qui voulaient pas au début, parce qu'ils se méfient des médias, évidemment, elle constatait dans leur récit, entre autres avec ce qui s'est passé le 6 janvier, de profondes blessures. Puis ça j'avoue que ça m'a un peu heurté, parce qu'on a quand même tenté de prendre possession de... En fait, c'est un coup d'État. Oui. Et elle, pas qu'elle le justifie, mais elle dit, ces gens-là ont été vraiment démonisés dans les médias, puis ça a laissé de profondes marques. Et je me questionnais comment on va faire pour aller au-delà de ça. Agnès Maltais, je vous vois opiner. C'est qu'il y a une tranche de la population qui se sent méprisée, qui se sent pas écoutée, puis c'est autant par les médias que par les hommes et femmes politiques. Je dis pas que c'est pas complètement fondé. Là, non, c'est ça. Il y a une tranche de la population qui le ressent. Je dis pas que c'est ça, mais elle le ressent. Ça, c'est fondé. Elle le ressent. Peu importe. C'est comme quelqu'un qui se sent victime. Il se sent victime. T'as beau dire tu ne l'es pas. C'est le ressent. C'est fait. Là. Fait que là, il faut que le dialogue s'installe, mais il faut qu'il s'installe sur des bases de compréhension, d'écoute et tout ça. Et ils ne sont plus dans l'écoute. C'est ça le danger. C'est ça qui est arrivé aux États-Unis et c'est ce qui ne doit pas arriver au Québec.
Ouais. Parce que ces mouvements-là, en général, arrivent à traverser la frontière et à gagner le Canada anglais ou le Québec. Ouais. Alors, le niveau de discussion qu'on a ici doit demeurer élevé et c'est pas simple. Non, parce que oui. Parce que il y a déjà des dérives langagières, d'abord. Oui. Il y a tout ce que sont les médias sociaux qui amènent pour les hommes et femmes politiques une dimension complètement nouvelle depuis 10 ans. Est-ce que vous l'avez connu? Non, moi, ça Vous êtes a parti à commencé. temps. Ouais, c'est ça. Ah non, mais moi, j'aurais même pas été élu si les réseaux sociaux avaient été. Ah oui, vous commencés. pensez? Ben, moi, quand j'étais jeune fille, je travaillais dans les auberges de Genève, vous savez, sur le bord des lacs, quand il faisait chaud, là, tout ça. Là. Je remercie mes amis d'avoir regardé les photos dans le garde-robe. Ah oui, je comprends. Mais. Non, pour rien dire que c'est l'IA aujourd'hui. Non. Ah, c'est l'IA, c'est pas des vraies photos. Oui, Mais c'est ça. j'étais là au début de Twitter. Ouais. OK. Ouais. Puis on avait adopté un code de conduite. On était 3 de 1 de chaque parti. ADQ, Parti libéral et moi, qui avaient refusé la règle parce qu'au début, les partis voulaient nous contrôler. Oui, Ils bien sûr. voulaient contrôler chacune des choses. Moi, j'ai dit non. Puis on s'est entendu qu'on dirait non. Mais on a dit on va adopter la même règle qu'à l'Assemblée nationale. Ouais. C'est-à-dire on n'écœure pas les autres. Si on le fait, c'est poliment. Oui. Et puis, il y a un langage qui est interdit. C'est ce genre de choses-là. Ouais. Mais ça a dérapé complètement. Ouais. C'est là que j'ai fermé mon compte. Moi, j'ai tout arrêté parce que je trouvais que on avait perdu le sens de la collaboration, le sens de l'écoute, du véritable dialogue. Et ça, Les Agnès, réseaux- c'était la belle époque de Twitter. Oui, Imaginez. Imagine. aujourd'hui. Ouais. On s'ennuie, Twitter, de ce Twitter-là, imaginez. Ouais. Mais Ouais. moi, je me Et parlais. là, moi? Ouais. Sur cette idée de dialogue impossible où je me demande, il y a un truc qu'on n'a pas essayé, je crois, collectivement, c'est d'écouter les gens qui effectivement souffrent. Il y a Ouais. une vraie souffrance économique, on peut pas la nier. Non, tout à fait. Elle existe, Ouais. elle est concrète. Mais de rappeler peut-être à ces gens-là que les Trump de ce monde n'en ont que faire de les aider. Ouais. Ça Ouais. n'arrivera jamais. Ils ne vont pas améliorer leurs conditions de vie. Ouais. Jamais. Ouais. Ils vont se battre pour leurs amis, d'abord et avant tout, millionnaires, milliardaires. Mais nos petits amis des communautés rurales qui effectivement galèrent, comme nous tous, comme nous toutes. Mais ils ne vont pas bénéficier des politiques mises en œuvre par ce genre de gouvernement. Et peut-être qu'il s'agirait d'abord de parler avec eux sur ce terrain-là, de leur montrer concrètement que ça ne leur Mais bénéficiera moi, jamais. j'ai l'impression que ça a été fait. Puis on le voit dans le film. Parce que là, bon, on a entendu beaucoup des hommes dans les deux extraits, mais les femmes sont très présentes. Oui. Des deux côtés, Oui, cela dit. oui. Et ce qui, moi, m'a frappé puis qui nous échappe, ça, Agnès Maltais, vous nous le direz, là, jusqu'à quel point ça va faire tache d'encre ici, c'est l'aspect croyance, l'aspect spiritualité, l'aspect religion. Parce que là-dedans, d'ailleurs, il y a des images, là, c'est un espèce de congrès avec Alex Newman, entre autres, qui répète ce que j'avais déjà entendu à Radio X, que les nazis étaient dans le fond des marxistes, parce qu'il y avait le mot socialiste dans national-socialiste. Et il y a un gars, Alex Newman, qui a écrit un essai sur le Deep State qui le dit, c'était des marxistes. Là. C'est ça. On nous traite de nazis. Ben non, on n'est pas des marxistes. Nous, on n'est pas des nazis. Adolf Hitler était un marxiste. Mais ils veulent, puis à la fin, je vais faire des suggestions d'essais aussi, parce qu'on est à la maison de la littérature, il faut quand même parler de livres. Mais le fondamentalisme chrétien veut ramener une théocratie aux États-Unis. Totalement. Ces gens-là veulent ça. Fait que de leur dire que Trump n'est pas de leur bord, je pense que ça va au-delà de leurs espérances. C'est pour Peut-être. ça que ce discours-là, il colle pas. Oui, puis Dieu est omniprésent aux États-Unis, comparé à ce Ça, on qu'on l'oublie vit ici tout au le temps. Québec. C'est Ouais. ça. Et c'est in God we trust, Ouais. God bless the United States. Tout à fait. Mais America, c'est Puis constant. Ils sont sérieux là, là-dedans. Ça- là. oui, c'est très sérieux. Ouais. D'ailleurs, j'ai vu à un moment donné un homme des États-Unis, un homme politique, qui est moi-même, qui s'est rattrapé parce qu'il avait fini un discours, puis il est revenu pour dire God bless. By the way, God bless. Non, mais ça ne se fait Ouais, pas non, de non. ne pas Ouais. remercier Dieu. Ouais. Les sportifs remercient Tout à fait, Dieu tout à après fait. les événements, Ouais, tout ça. ouais. C'est Dieu qui m'a guidé, c'est Ouais. Dieu qui m'a aidé. Mais Mais on n'est pas là-dedans. dans le film, à un moment donné, il y a une phrase absolument terrible. Il y a quelqu'un qui dit « Ce n'est pas le gouvernement qui nous donne des droits, c'est Dieu. Oui, C'est Dieu, oui. voilà. Oui. Je pense Donc, que...
Donc, s'il n'y a plus de gouvernement, c'est pas grave. C'est pas grave, Dieu est là, voilà. pour régler tout, nous donner des droits. Mais tout. la question, c'était est-ce qu'on peut craindre ça au Québec? Ouais. Moi, je pense qu'on a fort heureusement réussi à instaurer l'État laïque. Oui. Peu importe jusqu'où il va, là, la discussion n'est pas là. Ouais. Mais, en fait, elle est là, malheureusement. ben là, mais on veut la dire- fait encore, mais mais... l'État est laïque. Ah, tout à fait, voilà. L'État est Oui, laïque c'est ça. et les communautés en général sont laïques. Oui. Et les églises se vident, elles ne se remplissent pas. Oui. Ça continue à se vider. Oui. Donc, Les églises catholiques particulièrement, mais il y a quand même... bon, il y a d'autres Le religions. fondamentalisme chrétien Fondamentalisme. est quand même Il présent, est mais je pense pas qu'il y a un impact... Puis je dirais que les femmes au Québec sont très résistantes Oui. par rapport à la chrétienté, entre Oui, autres. oui. Parce que Parce qu'ils ont goûté. s'extirper du carcan que ça a été Oui. pendant des années, Oui, tout à fait. des siècles, Oui. ben, Des ça a millénaires. pris tellement de temps, Deux. on n'est plus capable. Oui, voilà. Ben, ça va nous amener au prochain film. On va tout de suite écouter un extrait, puis on va parler d'un autre documentaire, Hélène, Girls and God. There are religions like Judaism where abortion is required in some circumstances, and there is no prohibition against abortion. So if you're Jewish and you're facing an abortion ban or restriction, your religious freedom is being stripped away by these bans and restrictions. And so we make the argument that religious freedom is supposed to not only protect my right to practice my beliefs, but also protects my right to be free of the beliefs of others. And what's happening is when you codify Catholic theology into civil law, everyone is being oppressed by a religious belief of a particular group. And pregnancy is so much more dangerous than abortion is. Delivering a baby is so much more dangerous than abortion is. And so to force someone to give birth is a form of violence. Alors, c'est un extrait de Girls and God. Là, ce qu'on a entendu, c'est une femme qui milite dans les milieux catholiques et qui est féministe en même temps. Absolument. Et ça résume un peu Voilà. la démarche de ce film-là. Parlez-nous-en un peu, Hélène. Un film vraiment étonnant qui est en fait porté par Ina Shevchenko, Oui. qui est cette ancienne fémène qu'on connaît. Ukrainienne. Oui, ukrainienne, peut-être la plus célèbre Ouais. des fémènes qu'on a beaucoup vues, qui donc, les fémènes, de ce que j'ai compris, n'existent plus. Non. Et cette femme a décidé de partir en voyage autour du monde pour poser la question à plein de femmes, Ouais. toutes sortes de femmes, extrêmement religieuses ou extrêmement féministes. Mais toutes croyantes, en tout cas, de celles qu'on entend, la plupart. La plupart. Oui, voilà. Mais on va aussi rencontrer Coco, par Oui, exemple, oui. la dessinatrice de Charlie Hebdo, Oui, qui, oui. elle est farouchement laïque. Oui. Et donc, va leur poser la question, comment est-ce qu'on peut être et féministe et avoir la foi? Oui. Comment est-ce qu'on peut concilier sa propre foi avec des principes, des valeurs, des convictions féministes? Oui. Il y en a pour qui c'est irréconciliable et c'est très assumé. Oui. Et il y en a d'autres, au contraire, qui voient les limites de ce qui est possible. On voit par exemple des femmes prêtres Oui. qui ils se sentent un peu embêtées par les questions qui leur sont posées parce qu'elles arrivent toujours un peu à une impossibilité Oui. de penser le féminisme dans la religion. Oui. Vraiment un film assez fascinant Mais elle travaille pour changer. Il y a Elles l'idée essayent. de réformer Absolument. la religion. Puis c'est tous les grands cultes. Là. Oui. Alors, il y a une femme rabbin qu'on entend Oui. aussi. Puis c'est vraiment intéressant ce qu'elle a à dire. Parce qu'elle dit que dans le fond, la religion juive s'oppose à ceux qui s'opposent à l'avortement. Et il y a un raison. Puis elle rappelle aussi qu'il n'y a pas de texte définitif. Parce que la Torah, c'est ça aussi. C'est des questionnements qui sont répertoriés dans le texte et qui continuent. Cela dit, Ivra Shevchenko dit, ouais, mais Ina Shevchenko dit, c'est quand même ces cinq hommes là, que vous me notez. C'est ça. Bon, puis là, elle dit oui. Sauf qu'elles ont l'impression qu'elles sont, de par leur présence, elles peuvent changer C'est ça. les choses. Ça, c'est intéressant quand même. Et en même temps, il y a quand même Shevchenko leur dit, oui, mais par exemple, dans la religion juive, ça prend 9 ans et demi oui. à une femme pour divorcer. Oui, voilà. Ouais. Un homme, non. Un Ouais. homme peut divorcer comme ça. Ouais. Et c'est souvent ça, en fait, qu'elle pointe du doigt, c'est-à-dire pourquoi dans chaque religion,
des principes, des mesures sont édictés et spécialement pour les femmes. Ouais. Donc, il y a toujours cette espèce de deux poids, deux mesures. Donc, comme si les femmes étaient constamment infériorisées par les principes religieux. Et pourquoi? C'est un peu la question qu'elle a. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Agnès? J'ai pas vu le film, malheureusement. Pourtant, je vous avais donné des accès. Bon. Oui, mais je savais pas que ça à faire. Non, je comprends. Merci. C'est très gentil. Non, mais c'est intéressant parce qu'on parle justement de cette montée des mouvements religieux partout dans le monde, aux États-Unis, mais partout. Et ça vient aussi avec un recul du féminisme, de toutes les avancées qu'il y a pu avoir au cours des dernières années, depuis MeToo en particulier. Et ben, on dirait que ces deux idéologies, si on veut, sont entrées à un point de conflit, quoi, ou de combat même, assez fou. Ce documentaire, moi je trouve que l'aspect le plus intéressant, donc c'est Girls and Gods, je le répète, c'est que les femmes sont dans la religion, essaient de la changer, et la plupart disent toujours la même chose, c'est qu'il faut faire une différence entre l'institution et la foi. Et la foi, parce que ce sont des hommes qui ont repoussé en fait les droits des femmes dans ces religions-là, parce que si on regarde les textes, même la journaliste qui porte le voile, qui est musulmane, c'est celle peut-être qu'on voit où les limites sont les plus grandes par rapport à son féminisme, mais elles disent, je pense qu'il faut changer les choses, qu'il faut rester dans la religion, puis que c'est pas éternel. Exactement. Cette position-là. Ça, c'est quand même intéressant. Au Québec, j'ai pas vu le film, mais j'ai rencontré beaucoup de religieuses au fil de ma carrière politique. Et on a souvent eu cette discussion-là. Vraiment. Comment vous faites pour vivre votre féminisme à l'intérieur de la religion catholique? Beaucoup sont féministes. Il y en a qui ont été supérieurs générales et ont géré des millions de dollars, des parcs immobiliers, tout ça. Puis c'est toujours, nous allons les changer de l'intérieur. C'est vraiment ça. C'est pour ça, ils s'accrochent à leur foi. C'est ça. Vraiment. Ils sont profondément ancrés dans leur religion, savent que le pouvoir est masculin dans leur religion, mais croient qu'elles peuvent le changer de l'intérieur encore. Peut-être que c'est possible. Tout à fait. C'est drôle parce que ce film-là, il commence, et un des premiers trucs qui est dit par Shevchenko, c'est « All gods are male ». Puis, ben voilà, ça c'est vrai. C'est comme, ça résume un peu l'état des choses, parce que c'est vrai quoi, que dans chaque religion, il y a des règles spécifiques d'obéissance pour les femmes, que ça concerne l'avortement, les cheveux, l'habillement, et il n'y a pas ces règles-là, il n'y a pas d'équivalent masculin à ces règles-là dans les religions. Et je comprends qu'on veut essayer de changer les choses de l'intérieur, mais est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que... Mais c'est la religion est le dernier domaine où les hommes ont le contrôle complet ou presque sur les corps des femmes. Ce sont les religions qui continuent à faire vivre cette réalité-là sans être ébranlées par le monde moderne, par le féminisme. Elles continuent dans cette direction-là. Mais est-ce que vous pensez que c'est possible d'avoir une religion féministe? Actuellement, non. Et pour longtemps, parce que les religions sont très, très, très... les religions sont ancrées dans le passé. C'est ce qui sont ancrées sur des textes, sur des personnages millénaires. Donc, aussitôt que tu veux déconstruire le texte, là, tu touches au pouvoir. Parce que le pouvoir est assis sur le texte. Alors, tu ne peux pas présentement, ou encore avant 100, 200 ans, pouvoir avoir une religion féministe. C'est impossible. Non. Ou c'est la sorcellerie, les sorcières? Ah, peut-être. Les sorcières. Les bonnes vieilles sorcières. Qui ont été récupérées par le féminisme. C'est vrai, absolument. C'est peut-être ça la clé. Cela dit, puis avant de passer au dernier film, reste que je le sais qu'au Québec, on est allergique avec tout ce débat sur la laïcité, mais force est d'admettre que le fait de croire est encore très, 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 très présent dans beaucoup de sociétés. Et des fois, je me demande jusqu'à quel point on a... Puis c'est Fernand Dumont qui disait ça, qu'on a vraiment, évacué la religion en un avant-midi. Lui, il dit que c'est probablement parce qu'on n'était peut-être pas si croyants profondément, qu'on était beaucoup dans le rituel. Mais reste que
pas que ça va nous rattraper, mais il n'y a pas de difficulté à essayer de voir le monde sans le côté spirituel, alors que c'est tellement présent chez beaucoup de gens. Puis on le voit avec le débat sur la prière de rue. Tu sais, moi, j'habite depuis presque 25 ans à 5 rues du Petit Maghreb. Je n'ai jamais vu personne prier dans les rues. Là. Puis là, moi non plus, dans les dernières semaines, on ouvre les journaux et on a l'impression que... Puis, tu sais, si ça arrivait, jusqu'à quel point ça me dérangeait parce qu'on voit des processions italiennes pendant Pâques. Oui, bon, c'est vrai. Mais ça reste que c'est encore important pour beaucoup de gens. On peut pas juste... Tu sais, on parlait du dialogue tantôt avec American Patriot. Ouais. On peut pas juste dire aux gens qui croient « T'es un peu niaiseux, ton bonhomme n'existe pas, peux-tu arrêter? » Comment on peut faire? Mais vous avez été politicienne, Agnès. Vous avez croisé, j'imagine, des gens qui croient ou que c'est important, cette dimension-là. On peut pas mettre... rejeter ça du revers de la main. On ne peut pas empêcher les gens de vivre une certaine spiritualité. Moi, je suis profondément athée, mais... Vous croyez à rien? Non. Rien? À l'humanité. OK. OK. Non, je pense qu'on doit vivre chacun sa vie en essayant de rendre l'humanité meilleure et en étant meilleur soi-même. Puis là passent les principes de liberté, d'égalité, de solidarité. Ça passe par là, pas moi. Mais ça passe pas par un Dieu. Mais la spiritualité, il y a des gens qui ont besoin de croire en quelque chose de plus grand que nous. Le problème, c'est l'encadrement religieux. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont une spiritualité au Québec, mais qui ne croient plus à l'encadrement religieux. C'est-à-dire? C'est-à-dire que l'encadrement religieux, ils ne veulent plus faire partie d'une église, ils veulent plus, mais ils croient profondément. Ils croient en quelque chose. Je n'y peux rien. et les hommes et femmes politiques n'y peuvent rien. Tout à fait. Il ne faut pas toucher à ça. Parce que quand on touche à ça, les communautés, les gens ont des réactions énormes. C'est un domaine personnel. Mais en même temps, qui devient de plus en plus collectif. C'est ça ça reste individuel, ça reste personnel, mais il y a quelque chose qui quand ça devient collectif. Oui, mais c'est l'encadrement qui devient collectif. C'est ça le problème. Agnès Maltais, la femme politique en vous, vous voyez aujourd'hui ces débats-là très animés par des gens qui ont un nationalisme qui est devenu identitaire. Je pense que c'est même pas ce nationalisme-là qui était présent au PQ quand vous étiez là. J'ai l'impression que la CAQ aussi l'entretient et la religion des autres devient un vecteur de cohésion des Québécois francophones. Puis moi, ça me dérange, ça. Comment vous voyez ça aujourd'hui? Effectivement, le débat identitaire n'était pas un débat sur la religion à l'époque. Même si j'ai porté le dossier de la laïcité pendant 4 ans. Ah oui? Oui, mais les débats étaient plus... Avant la charte ou pendant la charte? Vous n'étiez plus là, la charte? Non, après la charte. OK. Après la charte. Oui, j'ai fait un mandat de 4 ans après la charte. C'est là que j'ai eu le dossier de la laïcité parce que personne ne voulait y toucher. Oui, on m'a appelé et on a dit « Agnès, veux-tu prendre la laïcité? » Personne ne veut faire ça après la charte. Tout le monde trouve ça trop délicat. Je dis « Non, pas de problème, je vais prendre ça, moi. » Parce que je l'ai pris sur l'angle de l'état de droit, de la liberté de penser, la liberté de parole. Mais les débats étaient plus parce que à l'époque, sous le gouvernement qui était libéral, on essayait d'encadrer la liberté de parole de façon plus sévère par rapport aux motifs religieux, rapport aux paroles religieuses, ce qui m'avait amené une immense bataille sur, entre autres, même les humoristes auraient pu être visés par le projet de loi, tout ça. Donc, le débat était plus sur la liberté de penser, la liberté de parole, que sur la liberté de religion. C'est comme s'il y avait eu un retournement. Et ça me désespère parfois, parce que je trouve que là, quand on touche à la religion, le ton monte. Et là, on perd la notion de dialogue. Et le danger, c'est que je sens qu'il y a beaucoup d'hommes et femmes politiques qui, en ce moment, qui sont au pouvoir, croient que c'est dangereux pour nous de ne pas écouter la population qui a des craintes. Qui a des craintes de se faire envahir par l'immigration, qui a des craintes et qui ouvre la porte à des aménagements pour essayer de restreindre des droits. Et là, c'est dangereux. Parce que ça peut être bien. Il faut effectivement entendre les craintes, mais où tracer la ligne? Ça demande un sacré débat. Ces craintes-là sont nourries
par certains médias qui jouent cette carte-là, il faut quand même le dire. Ce débat-là sur la prière de rue, pour vrai, je trouve ça surréaliste qu'on en parle comme ça. Et tous les gens qui ont une opinion, dont Pascal Bérubé, qui habite à Matane, a une opinion sur la prière de rue à Montréal. Et les images qu'on voit, c'est toujours les mêmes. C'est la manif pro-palestinienne devant la basilique. Voilà. L'évêque de Montréal a dit que ça ne les dérangeait pas, mais les politiciens continuent parce que malheureusement, c'est payant. Puis je trouve ça d'autant plus étonnant dans un parti qui veut faire l'indépendance, qui est en train de s'aliéner beaucoup de gens dans son projet. C'est quand même étonnant. Écoutez, je ne veux pas... non, je ne veux pas vous mettre en position. Mais je ne veux pas que vous soyez une belle-mère du PQ. Non, mais écoutez, il y a ce que je comprends, parce que j'ai jasé avec certains, c'est qu'il y a vraiment une crainte d'échapper une partie de la population, comme ça s'est passé aux États-Unis, comme ça s'est passé dans d'autres pays, où la droite a pris le pouvoir de façon très légale, en allant chercher les votes des gens sur des sujets identitaires et religieux. Alors, il y a une crainte de ça, donc il y a des mouvements qui se passent pour essayer de ramener ces gens-là. L'objectif est noble, mais il faut faire attention aux moyens. La fin ne justifie pas toujours le moyen. Voilà. Et ça nous amène au troisième et dernier film qui va alimenter nos discussions, que j'ai vu hier soir. Je ne vous ai pas envoyé les liens, probablement vous ne l'avez pas vu non plus, Agnès, mais c'est pas grave. J'ai hâte de vous entendre parce que c'est quelque chose. Vraiment, ça s'appelle Coexistence My Ass et on va l'écouter un extrait immédiatement. Puis on est vraiment dans la thématique de ce qu'on vient d'aborder. بنقول كلمات ممنوع نقولهم. بقول هيك حماس means excitement by the way for the white. Oh my God, you're like, who is this tall lady? Is she Iranian? Is she Jewish? Is she Arab? Is she from the Mossad? Should I be boycotting this show? Why did she say Hamas? All very legitimate questions. We will get to all of them. Let me introduce myself. My name is Noam, and this is my show, Coexistence My Ass. Alors, on l'a entendu, Noam Schuster-Eliassi. Oui. Parlez-nous de ce film-là, Hélène. Réalisé par Amber Fares, là encore une femme, là encore un documentaire, qui fait le portrait donc d'une humoriste qui s'appelle Noam Schuster-Eliassi, qui est née dans un village israélo-palestinien, donc qui a connu la coexistence toute sa vie. Et ça s'est très très bien passé. En tout cas, dans ce petit village, c'est tout à fait possible. Et donc, sa mère est iranienne. Sa mère est iranienne. Juive, de confession juive. Son père est roumain, voilà. Juif aussi. Ouais. Et donc, elle part à Harvard prendre un cours sur l'écriture comique. Elle fait son stand-up, etc. Puis bon, elle provoque, elle est assez rentre dedans, mais elle est assez drôle. Bon, ça se passe plutôt bien et éventuellement va arriver le 7 octobre. Et elle va se rendre compte... Mais attendez, avant ça, il faut quand même le dire, sa carrière prend de l'expansion, prend de l'ampleur. Elle devient quand même une figure... elle fait de l'humour très politique. Très, très politique. Elle fait une chanson qui s'appelle Dubai, qui est un clin d'œil à une chanson qui existait déjà, qui est un succès sur l'arrivée du monde arabe qui, dans le fond, supporte le projet sioniste de Netanyahou. Voilà. Fait qu'elle rit de ça beaucoup. Elle reçoit beaucoup de messages haineux sur les réseaux sociaux. Mais elle le prend avec une certaine distance. Elle semble pas particulièrement affectée par ça. Puis effectivement, très, très, très critique de Netanyahou, mais dans un monde pré-7 octobre. Donc, une partie de la population, elle représente une partie de la population juive qui était assez vocale avant le 7 octobre. Et à laquelle, qui s'opposait à Netanyahou, qui faisait des manifs, et qui disait qu'il était en train de changer la Constitution en plein procès pour s'esquiver, en fait, du judiciaire. Exactement, qui critiquait évidemment la corruption absolument démente qui peut exister au sein de ces institutions dans l'État d'Israël. Et donc, quand le 7 octobre arrive, c'est un peu...
tout son univers qui vole en éclats. Mais comme celui de tout le monde, évidemment. Mais le sien, peut-être plus particulièrement parce que elle a encore, j'imagine, mais elle avait avant une volonté déterminée d'utiliser l'humour pour rassembler, pour réunir, pour trouver une espèce de petit voie de passage entre le Hamas et Israël, où tout le monde pouvait se réunir. Ouais. Et après le 7 octobre, elle réalise que c'est plus possible, que cet objectif-là est devenu impossible. On ne peut plus réunir. Et donc, elle se met à penser que son humour peut peut-être aider à résister. Et elle cherche comment. Donc, à réunir non plus des forces opposées, mais à réunir derrière elle, puis derrière l'humour, des gens qui seraient capables de se tenir debout dans une situation qui ensevelit tout et tout le monde. Et elle se livre beaucoup. On n'a jamais vu ça, en fait, surtout de la part d'humoristes qui, en général, justement, restent assez cachés derrière leur humour. Tout à fait. Et là, elle livre ses états d'âme, ce que ça fait à une certaine partie de la population israélienne d'être dépossédée même du droit de rire. Et du durcissement aussi, parce qu'après les attentats du 7 octobre, évidemment, ils ont perdu des gens de leur famille, des amis, et là, même son entourage ne peut rien savoir des Palestiniens, puis elle-même, en fait, déplore le fait que parce qu'elle ne change pas, dans le fond, son approche de son travail. Elle veut encore... Parce qu'elle dit, dans le fond, on peut pas... S'il n'y a pas d'égalité entre les peuples, entre deux peuples, on ne peut pas parler de coexistence. Puis ça, c'est vraiment c'est le message fort du film, entre autres. Je sais que ça a l'air cucu quand on dit ça comme ça, mais ce film-là, c'est qu'on est dans une immersion dans ce milieu-là. On voit... puis elle se fait souvent haranguer quand elle va dans des manifs, beaucoup par des messieurs qui la traitent de traite à la nation parce qu'elle veut juste humaniser les Arabes. Puis d'ailleurs, à un moment donné, il y a un passage du film où, parce qu'elle parle arabe et elle parle hébreu. Absolument. Et il y a moins d'1% de la population en Israël qui comprend l'arabe. Fait que là, j'étais comme, wow! Comment on peut parler de dialoguer, comment on peut coexister. Il n'y a même pas de curiosité pas du tout. Par rapport à nos voisins qui parlent une autre langue. Puis elle fait des jokes avec ça, mais ça la rend suspecte un peu même aux yeux de certains Israéliens parce qu'elle parle arabe. Absolument. C'est comme si elle incarnait exactement ce qui est en jeu en ce moment. Puis c'est aussi un film que je trouvais particulièrement intéressant parce que il se pose la question du rôle de l'humour. C'est quoi l'humour? Ça sert à quoi l'humour? Surtout dans un monde aussi grave, aussi tragique, aussi sérieux. C'est quoi les limites? Et, tu sais, à chaque fois qu'une catastrophe arrive, il y a toujours des gens qui font une blague, puis c'est toujours « it's too soon ». Richard Martineau. Bon. Mais c'est ça. Puis j'ai c'est ça. Ça m'a interpellé parce que ça m'a rappelé les apartistes, bien sûr, parce que les apartistes, on a existé médiatiquement après les attentats du 11 septembre. Tu sais, j'en dois un peu à Ben Laden parce que sans lui, je ne serais probablement pas ici. Je serais encore chez Bombardier à faire de l'entrée de données au département qualité. On le remercie alors. Quand le 11 septembre a frappé, les apartistes, on existait déjà depuis quelques mois, mais c'était un succès d'estime dans une petite salle qui s'appelle l'Aparté. Puis on avait 2-3 journalistes radio de Radio-Can qui venaient, puis ils parlaient de nous de temps en temps, mais c'est tout. Quand les attentats sont arrivés, l'action de Bombardier a chuté. Moi, j'étais un des derniers rentrés. Moi, je voulais faire ce métier-là. Fait que c'est sûr que je restais pas chez Bombardier, mais j'ai perdu ma job. Je suis tombé sur le chômage. Fait que j'étais très heureux parce que j'avais 7 mois de chômage pour me consacrer à temps plein aux apartistes, mais je retenais ma joie parce que j'étais entouré d'ingénieurs qui perdaient leur job pour vrai, puis qui avaient des enfants. Mais le 11 septembre est arrivé et il y a eu une perception des gens sur l'actualité. Et là, ils voulaient de l'humour d'actualité. Puis Agnès Maltais, je vous ai invité à cet épisode-là parce que je veux vous entendre, parce qu'on l'a dit tantôt, vous avez été politicienne, femme politique, mais vous avez été humoriste aussi. Ben oui. Dans un groupe qui s'appelle Les Folles Alliées. Dans les années 80. Là, je veux qu'on en parle parce que c'était de l'humour féministe.
On est le début du groupe, c'est 1980? C'est 1980, le premier spectacle. Bon. C'est la défaite référendaire. C'est la Hélène, défaite. il faut que vous partiez. Ben oui, malheureusement. Parce que vous êtes directrice de Ben la programmation, fait qu'on vous... Effectivement. bon. En fait, je vais animer la discussion qui suit la projection de Girls and Gods. Ah bon! Voilà, Évidemment. avec Bon. Quand les une gens- professeure de théologie. Donc ça risque d'être passionnant. ça va peut-être changer votre opinion. Peut-être, qui sur sait, le qui film. sait. Salut, Mais c'était hein. un plaisir merci, vraiment Hélène. d'être avec vous. Nous, on va Bye poursuivre. bye. On va Merci. poursuivre. Merci. Je veux qu'on parle des Folles Alliées parce que, moi, c'est ça, tantôt, je l'ai dit, je me rappelais d'une captation en 88. Je me rappelais, dans le fond, de Sylvie Legault. Moi, je suis un grand fan d'impro, puis je me rappelle de Sylvie Legault qui fait La Sainte Vierge. Voilà. Donc, 1980, là, on est au lendemain du référendum. Oui. On est dans la deuxième vague. Est-ce qu'on peut dire ça, de féministe? Je dirais qu'avant les Folles Alliées, je ne suis pas gênée de le dire, l'humour féministe n'existait à peu près pas. Il y en avait pas. Clémence? C'était, oui, On dit toujours Clémence, ça, là. Clémence, mais elle faisait pas ce qu'elle appelait de l'humour féministe. Ouais, Clémence, ouais. c'était, elle parlait, elle prenait pas Oui. des causes à Non, bras le corps. C'est ça. Ouais. À part Même l'année si- de la F, elle a quand même fait un sketch marquant Oui, l'année l'année de la F. de la F. Ouais. Mais donc, nous, on est arrivé avec, on avait décidé d'être les Muriel Millard on était très en amour avec Muriel Millard, Ah mais on oui? disait tant de plumes, tant d'audience, mais pas de message. Ah, ouais. Alors, on a dit, on va faire la même chose, mais on va avoir un message. Pour les plus jeunes, Muriel Millard, c'était... C'était une dame artiste de musical? une artiste de musical, Ouais. exactement, qui était entourée de danseurs et qui avait des grandes plumes Oui. autour qui a d'elle quand même, et puis qui chantait. qui a quand même écrit Dans nos maisons. C'est elle qui a écrit ça quand même. Faut pas l'oublier. Là. Un Non, grand mais on succès l'a- du jour de l'an. Non, mais honnêtement, c'était une artiste très connue à Ouais, l'époque, ben très oui. populaire. Mais je Oui. me rappelle d'une soirée où on a dit il faut que des femmes utilisent la scène Ouais. pour passer des messages puis pour changer de monde. Mais là, vous étiez... Qu'est-ce que vous faisiez à l'époque dans la vie? Là? Est-ce que vous étiez étudiante en théâtre? Parce que je pense que les Folles Alliées, c'est beaucoup des autodidactes. Ce sont des autodidactes. On appelait ça à l'époque les enfants de la balle. Ah On a appris. Personne n'est allé à l'école de théâtre. OK. Il y a juste Christine Boileau, notre pianiste, qui, elle, est une vraie pianiste. Nous autres, on Qui l'est était... toujours, d'ailleurs? Oui. Oui. Et non, moi, on travaillait à toutes sortes d'endroits. OK. Et vous décidez donc de faire de l'humour spécifiquement féministe. Spécifiquement féministe. Ça commençait avec le Carnaval de Québec qui nous dérangeait pas mal avec les concours de Miss. Ben on a oui, fait le les spectacle duchesses, en fin ouais. duchesse. La première année, ça n'a pas marché parce que la salle où on voulait faire le spectacle, le Carnaval l'a réservé. Ah ouais. On n'a pas pu le faire. Puis ensuite de ça, on a fait en fin duchesse qui a roulé jusqu'à 125 fois à travers le Québec. Il y a quelqu'un tantôt, Qui avait le livre. avant l'enregistrement, qui est venu nous voir, qui a trouvé dans une brocante une copie dédicacée du texte d'Enfin Duchesse. Oui, et ensuite, donc le message, c'était sur les concours de Miss et Ouais. sur l'exploitation des jeunes femmes Ouais. par les gens d'affaires. Ouais. Le deuxième spectacle qu'on a fait, c'était Mademoiselle Autobodé, Ouais. où là, c'était carrément sur la pornographie. Ouais. Et Ça, c'était très difficile à faire. Bon, c'est ça. Parce que le monde aimait ça, la pornographie. Ouais. Et là, vous racontez une anecdote. Vous êtes dans un bar, dans le livre Les Folles Alliées. Vous êtes 10. Vous prenez un verre dans c'est pas une taverne? Donc, c'est Brasserie, un bar. ouais. C'est un bar. Après la soirée, on a donné notre spectacle. Oui. On s'en va prendre une bière comme Ouais. d'habitude. Et il y a quelqu'un qui au-dessus du bar, il y a une télévision avec un film pornographique. Ouais. Alors, on demande à la serveuse si elle aime ça. Elle dit non, mais il y a des clients. Fait que c'est moi qui ai compté. J'ai dit, les clients ont 1, 2, 3, 4 bières. Nous autres, on a 1, 2, 3, 10 bières. Je me suis levé, j'ai fermé la TV. J'ai dit, on gagne. Et là, ça chiale. Ça chiale. Un peu. Mais, et c'est ça qui va être votre point de départ pour concevoir un spectacle sur la place de la pornographie. On est en 83? À peu Oui, près? le 82. OK. 82, 83, je pense qu'on a produit, mais en 82, c'est passé cet événement-là, donc à peu près. Puis après ça, on a fait vraiment... et je pense qu'on a, à ce moment-là, réussi, par l'humour, vraiment par l'humour, à aller toucher le cœur des gens, puis aller amener des réflexions. Puis c'était toujours... L'humour permet de créer une ouverture vers le cœur. Ça ouvre une petite porte. Quand tu ris, c'est pas pour rien que c'est un geste où on ouvre le corps. Et il se passe un phénomène où, après un certain moment d'humour, tu es plus ouvert. Oui. Hein? Alors, Je veux qu'on parle du contexte
de l'époque que j'ai pas connu. J'étais tout jeune, là. Mais j'ai l'impression que ça devait pas être évident de faire de l'humour féministe, de l'humour engagé. Parce que je me rappelle, entre autres, Claude Meunier qui avait dit, après le référendum, là, il y a l'ambiance, un peu l'humour. Puis eux, c'est pour ça qu'ils ont beaucoup, tu sais, Ding et Dong s'est développé à cette époque-là où on était dans l'absurde. On parlait plus vraiment des sujets sociaux. Puis quand ils le faisaient, c'était pour rire du fait de faire de l'humour engagé. C'était vraiment à contre-courant. La réception, est-ce que c'était dur de... C'était extraordinaire. Okay. Les gens étaient prêts. Donc, les gens voulaient. Oui, écoutez, il y avait une file d'attente de 2 coins de rue quand on a fait le Spectrum à Montréal. Ouais. Nos salles étaient pleines. On a fait 2 fois le tour du Québec. Non, ça a été très, très, très bonne réception. Les gens étaient prêts à entendre le message féministe. Mais évidemment, la manière de l'amener, qui était l'humour, nous a permis de vraiment passer le message. Ouais. Mais la force de l'humour, c'est incroyable. Ouais. Ceci dit, j'ai été en politique. Ça ne se transpose pas en politique facilement. C'est très difficile. C'est très difficile. D'amener l'aspect humoristique. D'amener l'aspect humoristique. On s'attend pas à ça. Je l'ai essayé une fois, mais j'étais raté. C'est très difficile. Non, les journalistes ne s'attendent pas à ça. Puis comme ils sont toujours à la recherche de l'erreur, de la faille, non, mais c'est leur travail. Ils cherchent qu'est-ce que tu as derrière la tête, c'est quoi ton arrière-pensée, parce qu'ils veulent savoir. C'est correct, c'est pas un reproche. Mais quand tu fais de l'humour, ben, tu te livres, tu t'ouvres. Puis au sein du parti? Ah, pas de problème. Non, en fait, je dirais les pressions. C'était pas de là que les gens c'est pas les gens du parti qui vous disaient l'humour, je suis pas sûr. Non. C'est vraiment les médias qui... Non, c'est moi qui a réalisé très rapidement que c'était... C'est parce que ça a souvent 2-3 niveaux, l'humour. Puis tu peux pas utiliser ça très facilement en politique. D'ailleurs, par exemple, j'imagine que j'appellerais quelqu'un Cruella, puis je pense que ça serait très mal accueilli. Je tiens pas faire une blague, mais... qu'on n'appellera pas Cruella, non. Ça, c'est drôle. Ça se termine en quelle année, les Folles Alliées? Début des années 90? 89. On était allé de se chicaner pour qui paierait le taxi. C'est ça. Donc, c'était on est pauvre quand on est artiste non subventionné. Même si on fait des succès, nous avions des subventions de tournée, mais on vivait de nos spectacles seulement. Fait que l'humour, c'était pas suffisant pour faire vivre parce que les humoristes, aujourd'hui, et depuis quand même plusieurs années, vivent très bien de leur art. Dans les années 80, pour un groupe féministe d'humour, c'était pas possible. Non, on en vivait, mais de façon chiche. Puis quand le spectacle était terminé, quand on n'avait plus les revenus, les recettes de spectacle, ben là, il fallait recommencer à zéro. Non, c'était bien. Mais ça m'a permis, par exemple, de passer 6 mois sur l'aide sociale, puis après ça, quand je suis devenue ministre, de comprendre ce que ça voulait dire. Ah, c'est intéressant, ça! Oui. Non, ça a été une expérience très formatrice. Donc, l'humour... est une façon extraordinaire de passer les messages. Et le zapartiste que j'ai devant moi, j'en suis sûr, a vécu ça. Je l'ai vécu, puis je le vis encore parce que j'effectue un retour sur scène. Évidemment, pas dans le même contexte des zapartistes, j'ai pas le même âge. Je connais un peu le métier pour savoir qu'est-ce que je peux en faire. En fait, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? Mais tu sais, j'ai écrit un spectacle... il n'est pas fini d'écrire, un spectacle sur la montée de l'extrême droite et les médias au Québec. C'est drôle parce que à date, je sens pas un appétit tant que ça du public. Évidemment, je ne l'ai pas fait si souvent que ça. Puis c'est encore un work in progress parce que je peux pas m'y investir comme je voudrais, entre autres à cause des 2 podcasts que je produis. Mais je réfléchis beaucoup à est-ce que les gens ont envie d'entendre parler de ça, la montée de l'extrême droite? Est-ce que les gens sont d'accord avec ce qui se passe? Parce que j'ai malheureusement l'impression que ce qui se passe avec la montée des extrêmes, cette droite-là très dure, ça plaît à plus de gens que je pensais. J'espère que je me trompe. Avec la mort de Charlie Kirk, l'assassinat de Charlie Kirk, je vois le traitement médiatique, puis pour vrai, j'ai peur. Je dirais pas que ça plaît à plus de gens. Je pense qu'ils s'en sont pas rendus à exprimer ça. C'est pas un plaisir, c'est pas un désir, c'est pas. Mais il y a quelque chose là-dedans qui nourrit une partie de leur crainte.
qui est rassurant. C'est rassurant de savoir que des gens vont dire ça va être la loi et l'ordre, on va s'occuper de vous. Il y a trop d'immigrants, inquiétez-vous pas, on va pas se faire remplacer. Non, c'est rassurant. Alors nous, quand on a fini Enfin Duchesse et Mademoiselle Autobodé, après ça, on a fait C'est parti mon sushi, un show cru qui était vraiment sur la sexualité des femmes, dans lequel on abordait quand même des sujets plus difficiles comme les femmes qui se faisaient, les meurtres, les féminicides. Une des raisons pour lesquelles aussi on a fini, j'ai fait une farce avec le taxi qui n'est pas vraiment une farce, mais c'était vrai. Mais il y avait aussi... C'est quoi la prochaine cause? On se sentait obligé maintenant de régler des problèmes sociaux. Et puis, on n'en avait plus la force parce que c'est très lourd de porter tous les soirs une cause. Tous les soirs avec la même vigueur, avec la même ardeur. Alors, on a fait ça. Puis dans le livre, Les Dessous des Folles Alliées, on se rend compte aussi, les femmes venaient vous parler après les spectacles. Les thématiques que vous abordiez, des femmes qui étaient victimes de violences. Ils venaient pleurer dans la loge. On a reçu des femmes qui venaient pleurer dans la loge parce qu'elles avaient vécu un peu ce qu'on avait vécu. Il y en a qui nous disaient « Merci, vous m'avez donné des réponses », parce que des fois, on avait des bons gags de réponses. Ils disaient « Vous m'avez donné une réponse ». Mais il y avait une souffrance qui était là, qui après 10 ans nous avait commencé à nous empêcher de travailler. Vous voyez encore aujourd'hui, un peu? Oui. Il y en a une qui est décédée? Il y en a une, Jocelyne, qui est l'auteur des chansons. C'est d'ailleurs le meilleur des Folles Alliées, ce sont les chansons. C'était une auteure extraordinaire. Est-ce qu'ils ont été enregistrés? Qu'est-ce qui reste, en fait? Parce que moi, je vous avoue que j'en ai déjà parlé souvent à la balado, entre autres avec le cinéma. Je trouve que... Puis je pense que dans le rapport qui a été déposé de Monique Simard et le monsieur d'Urbania, Philippe Lamarre, il y a une partie, puis je vais l'aborder dans un autre épisode là, en détail un peu ce qu'ils ont déposé, parce qu'il y a des choses intéressantes. Ils parlent de ramener une disponibilité des œuvres qui ont été produites en cinéma, entre autres en télé. Éléphant le fait, mais malheureusement, c'est une entreprise privée. J'allais dire, j'ai rien contre Québécois, c'est pas vrai. Mais je suis pas certain que c'est Québécois qui devrait avoir les clés uniques de rendre disponible notre patrimoine cinématographique. Puis je trouve qu'en théâtre, entre autres, on en parlait tantôt aussi avec la personne qui a trouvé le texte d'un de vos spectacles, qui est professeur, puis qui dit on a de la misère à faire le lien avec ce qui s'est fait dans les années 70-80. Puis tu sais, les Folles Alliées, je trouve qu'on devrait en parler plus. Je veux pas leur donner plus de place qu'elles ont eu, mais je pense que c'est important qu'on n'oublie pas qu'il y a eu un groupe de féministes qui ont fait de l'humour féministe dans les années 80, parce que ce livre-là recense à chaque année tout ce qui se faisait dans le monde, je dirais dans le monde féministe, mais les pièces de théâtre féministes, l'humour, les vidéos, parce que vous avez travaillé aussi. On a travaillé beaucoup avec Vidéofab, qui est à Québec aussi. Et d'ailleurs, ils ont capté les spectacles, mais un spectacle de théâtre sur vidéo, c'est pas extraordinaire. C'est killer, comme on dit. J'ai pas envie de vous le dire, mais les vidéos sont chez Spirafilm. Mais ça existe. Oui, ça existe. Je pourrais les voir. Oui, éventuellement. Mais ça sera pas bon. Ça serait le fun qu'il y ait une banque de données accessible à tout le monde pour qu'on puisse... que tout ça vive encore, en fait. Il y a quelqu'un du monde du théâtre qui, cet été, m'a dit il faudrait qu'on fasse un spectacle avec les chansons des Folles. Ah ben oui. Parce que les messages étaient très, très forts dans les chansons. On va en parler. On va continuer à en parler. C'est pas fini. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Bon, alors ce livre-là, Les Dessous des Folles Alliées, un livre affriolant. Puis en fait, il est un peu écrit tout croche d'une certaine façon, là, parce que ça part dans tous les sens. Je pense que ça témoigne aussi, je dis tout croche, c'est vraiment, je le dis avec affection, là. J'ai l'impression que ça témoignait de ce qu'étaient les Folles Alliées aussi, cette espèce de folie et de créativité qu'on met pas dans un carcan. Oui, tout à fait. Puis en plus, c'est écrit par Lucie Godbout qui tenait la plume. Oui. Et c'est quelqu'un qui a une plume extraordinaire, mais qui était beaucoup dans la légèreté. Oui. C'était notre grande respiration, c'est notre souffle d'air. Il y a chacun sa personnalité. Bon, je termine avec des suggestions d'essais, parce que
podcast-là, cette balado-là, l'essai prend énormément de place. C'est des essais, en fait, qui sont complémentaires aux trois documentaires qu'on a parlé. J'ai amené... Vous connaissez Philip Roth, sûrement? Oui. Là, j'ai amené Pastorale américaine parce que c'est un clin... Je serais pas étonné que le titre du film ce soit un clin d'œil à Philip Roth, mais ce qu'il faut lire, c'est Le complot contre l'Amérique, que Philip Roth a écrit en 2006. C'est une uchronie où il imagine en fait que Roosevelt ne se représente pas en 1940 et que c'est Charles Lindbergh qui devient président des États-Unis. Charles Lindbergh qui était un sympathisant nazi à l'époque, avec le groupe America First, qui était une espèce de... C'était pas un parti politique, mais c'était une espèce de groupement citoyen qui a eu jusqu'à 800 000 adhérents. Il était clairement un groupe fasciste. Ça a existé aux États-Unis. Et d'ailleurs, le MAGA, le Make America Great Again, c'est un slogan fasciste des années 30 aux États-Unis. Les gens l'oublient. Mais en 2006, Philip Roth préfigurait déjà l'élection de Donald Trump. Mais il la situait dans les années 40. Lisez ça pour vrai, Le complot contre l'Amérique. Sinon, 2 livres encore par rapport à American Pastoral. Chris Edge, que vous connaissez peut-être, Agnès? Non, je ne connais pas ces livres-là. Les fascistes américains, la droite chrétienne à l'assaut des États-Unis. Ça a été publié chez Lux. Chris Edge, c'est un journaliste. C'est aussi un pasteur. Ça, c'est intéressant. On parle comment la religion est importante aux États-Unis. Et lui, encore aujourd'hui, il y a, je pense qu'il y a une chaîne YouTube, il fait vraiment de la vigile de la montée de l'extrême droite aux États-Unis, très, très critique du gouvernement Trump. Et là-dedans, on a un peu l'histoire de ce mouvement-là, parce qu'on pense que c'est relativement récent, mais ça fait des décennies que l'extrême droite s'organise et tente de prendre le pouvoir et de mettre sur pied le programme actuel. Ça fait très, très longtemps que ces gens-là travaillent. Et Chris Edge, dans ce livre-là, Les fascistes américains, nous retrace un peu les racines idéologiques. Même chose ici avec Nicole Morgan, Haine froide, À quoi pense la droite américaine? Ça a été publié chez Seuil en 2012, je crois. Oui, 2012. Nicole Morgan, qui est une professeure de philosophie au Collège militaire royal de Kingston, en Ontario. Puis c'est aussi intéressant parce qu'elle nous ramène à la création du Tea Party. Puis on l'oublie, le Tea Party. On pense que c'est une nébuleuse. En même temps, oui, c'est une nébuleuse parce que ça n'existe plus. Mais le germe du Trumpisme d'aujourd'hui était en partie dans le Tea Party. Puis encore une fois, elle souligne comment la religion, le fondamentalisme chrétien, depuis longtemps, travaille pour être au pouvoir, comme ils le sont aujourd'hui. Alors, c'est des essais que je voulais vous suggérer. Des belles lectures en cette fin d'été, toutes légères, toutes douces. Oui, voilà. Agnès Maltais, merci d'être venue. Enfin, ça fait longtemps que je voulais vous parler. Très contente d'être là. De vous avoir invité au podcast, puis qu'on parle des Folles Alliées. Je suis vraiment content parce que ça fait longtemps que je veux qu'on en parle, puis que les gens fassent « Ah oui, il y a eu ça », puis que peut-être qu'ils vont faire des demandes pour que ce livre-là soit réédité, puis que l'histoire redevienne... que les folles vivent encore et qu'on voit les captations, même si c'est tout croche. Non. Je vais peser sur... je vais fermer l'enregistrement, mais je vais vous talonner un peu pour que vous me disiez qui je dois appeler pour voir les captations des Folles Alliées. Je termine. Vous faites quoi, là, présentement? Parce que là... Là, d'ailleurs, je suis ici un peu aussi... J'ai connu Hélène Faradji parce que j'ai rencontré Hugo Latulippe et Hélène Faradji au Festival de cinéma de la Ville de Québec. Oui. Je suis allé les voir, j'ai dit, moi, je suis membre du CA du Cercle des ex-parlementaires. Ah. Et on a, une fois qu'on sort de la politique, on a un cercle où on se réunit de façon non partisane. Puis, on parle de démocratie, on parle de, par exemple, on a fait un colloque sur l'intelligence artificielle et son impact sur la démocratie. Et là, j'ai rencontré le festival, j'ai dit, nous, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec vous? Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Certainement, ils étaient très contents. Alors, demain, après le film Mrs. President, il y a 4 ex-parlementaires, Véronique Yvon, Lise Thériault, Catherine Fournier, qui maintenant est au municipal, et moi, qui allons discuter de femmes et politique, femmes et pouvoir. Mais malheureusement, quand cet épisode-là va être diffusé, tout ça va être fini. Est-ce qu'il va y avoir une captation qu'on pourrait écouter aussi avec les Folles Alliées en même temps? Ah, quelle belle soirée! Non, mais aussi, je suis sur la fondation de SAVSA, une clinique pour les plus vulnérables en Basse-Ville. Ah oui? Oui, il faut s'occuper de notre monde. Ben oui, puis là,
vous me direz si j'en dis trop, mais quand on s'est parlé au téléphone pour préparer cette venue-là, vous me disiez que vous n'avez pas beaucoup de temps parce que vous étiez dans pleine récolte des pommes. Il y a 5 ans. Puis des poires. Oui, il y a 5 ans, j'ai planté 2 pommiers, 2 poiriers et ils m'ont fourni plein de fruits cette année. Fait qu'on pourrait éventuellement se manger une croustade puis regarder les captations des folles alliées. C'est ça? Ça pourrait ressembler à ça. Moi aussi, je suis content. Hey, merci, Agnès Maltais. Vraiment, je suis très, très content de vous avoir rencontré. Et ça y est, la saison 8 est sur les rails. Merci. Merci tout le monde d'avoir été là. Alors voilà ce qui conclut ce premier épisode de la saison 8. Merci beaucoup à l'équipe du Festival de cinéma de la Ville de Québec pour l'accueil, pour m'avoir invité et pour le partenariat qu'on a bâti dans ces 2 dernières saisons. J'espère que ça va se poursuivre l'an prochain. Merci à Communauto, évidemment, qui est encore mon partenaire pour la 8e saison. Ça fait 8 ans que je suis avec eux, qui me permettent de me déplacer partout au Québec. Il va en avoir d'autres déplacements cette année et je suis vraiment content d'avoir l'appui et le soutien de Communauto dans cette belle aventure. Merci à Hélène Faradji, merci à Agnès Maltais. Vous vous rappelez, en intro, je vous avais dit que j'allais vérifier la disponibilité des 3 documentaires. Eh bien, après vérification, je dirais pas sommaire, mais quand même, j'ai pas vu aucun endroit où on pourra voir les 3 documentaires abordés dans cet épisode. Donc, An American Pastoral de Aubery Edler, Girls and Gods de Arash Riani et Verena Solitz et Coexistence My Ass de Amber Fairs. Je sais que une pastorale américaine a été présentée à la télé française, donc je serais pas étonné que Télé-Québec, par exemple, présente ces documentaires-là. Mais là, j'ai pas pu vérifier si c'était prévu, s'il y avait une date qui s'en venait. Est-ce que les cinémas, style cinéma du Parc à Montréal, des cinémas plus, je dirais, de genre ou d'auteur ou de répertoire qui existent au Québec, pourraient présenter ces documentaires-là? C'est possible. Je suis allé voir sur les plateformes comme Apple TV. Je ne suis pas abonné à Netflix ni à Disney Plus et tout HBO. Est-ce qu'il serait présenté là? Peut-être. En tout cas, pour ce qui est d'Apple TV, je ne les ai pas vus, mais pour vrai, ne manquez pas ces 3 documentaires. Et je dirais, dans l'ordre, An American Pastoral de Aubery Edler, vraiment, c'est un film à voir. Coexistence My Ass aussi. Pour ce qui est de Girls and Gods, oui, évidemment. Mais c'est vrai que si l'aspect religieux, l'aspect spiritualité, c'est quelque chose qui ne vous interpelle pas, c'est sûr que vous allez trouver un peu ça un peu long parce que c'est beaucoup, beaucoup ça. Si vous n'êtes pas croyant du tout, c'est ça. Ça sera pas votre film préféré. Mais reste que la réflexion qu'on y propose est vraiment, vraiment intéressante. Alors, voilà. Je vous rappelle 2 choses. 18 octobre, c'est la prochaine grande soirée d'ensemble de DJ Fred Savard, produit par les balados de Fred Savard Incorporé. C'est au Osgang Plaza. Ça fait partie des activités de financement de cette balado. Avec vos dons, bien sûr. Et là, vous vous rappelez, l'an dernier, j'offrais, si vous achetiez un billet, j'en offrais un autre. Là, je vais faire ça bien plus simple que ça. C'est que je vais vous offrir à chaque année, à chaque saison, les crédits qui correspondent aux dons que vous avez fait. Alors, si vous faites un don de 100 $, ben, vous aurez 100 $ de crédit pour les activités parascolaires de la balado, dont les soirées dansantes, dont un spectacle d'humour que je vais refaire en 2026 à Montréal en formule solo, one-man show d'1h30. J'ai pas choisi l'endroit, mais il faut que je continue. Mais c'est ça, je l'ai dit dans l'épisode tantôt avec Agnès Maltais. Je me questionne aussi sur le désir des gens d'avoir un récit alternatif. J'ai vraiment l'impression qu'on est en train de vivre notre moment d'extrême droite, notre moment néo-fasciste. C'est en train de se passer tellement plus vite que je pensais aux États-Unis, mais ça s'en vient ici. Avec le discours de Paul Saint-Pierre Plamondon, ses fréquentations, entre autres. Ce n'est que la pointe de l'iceberg, mais je sens vraiment que
les gens sont prêts pour ça, puis ils veulent ça, on dirait, ou ont un peu abandonné. Fait que c'est difficile de se positionner à contre-courant de ça. Je dois l'avouer, là. Je suis un peu... mais bon, mais il y a une voix qui me dit « Non, on continue ». Alors voilà, toute activité parascolaire de la balado, vous pourrez donc échanger. Vous aurez c'est comme des bitcoins Fred Savard. Vous pourrez, à la hauteur du don que vous ferez via les plateformes comme PayPal, Stripe, Interact avec le courriel de la balado, en échange, je vous donne les crédits correspondants pour venir danser, pour venir rire, pour venir faire plein de choses. Alors voilà, ça c'est le 18 octobre au Osgang Plaza. Si vous allez sur le fredsavard.com dans l'onglet événements, vous allez pouvoir avoir le chemin pour acheter vos billets. Et le 9 octobre, c'est un jeudi, à 19h, les portes ouvrent à 18h30. C'est un épisode, c'est une captation en fait que je vais faire avec les amis de l'Iris qui fêtent leurs 25 ans. On organise un épisode qui va célébrer les 25 ans de l'Iris avec les chercheurs et les chercheuses de l'Iris. Il va y avoir également des humoristes. Coralie Laperrière va être là. Xavier Boiron va être là. Kev Lambert aussi va participer à cet épisode. Et ça sera donc enregistré devant le public au Osgang Plaza, encore une fois. Et c'est le jeudi 9 octobre. Et ça aussi, les détails sont disponibles sur le fredsavard.com dans l'onglet événements. Il y a des billets également, parce que c'est aussi une activité de financement pour l'Iris. Pas pour la balado, mais pour l'Iris. Alors, voyez, la gauche se regroupe, tente de se regrouper. Donc ça, c'est jeudi 9 octobre et l'épisode sera diffusé le samedi 11 octobre. Et alors, pour l'instant, c'est ce qui s'en vient. En fait, ce qui s'en vient aussi, c'est une grosse chanson punk qui va terminer cet épisode, la chanson California Uber Alleys des Dead Kennedys, ce groupe de punk de la Californie. C'est leur première chanson qu'ils ont, premier single, je sais pas si on peut dire ça d'un groupe punk, un single, un 45 tours. Donc, qui a été publié au mois de juin 1979. C'est drôle parce que longtemps, j'ai pensé que cette chanson-là, c'était vraiment une chanson antifasciste. Mais non, parce que Jello Biafra, le chanteur des Dead Kennedys, s'adressait directement à Jerry Brown, qui était le gouverneur de la Californie, qui a remplacé Ronald Reagan et qui était plutôt un liberal, donc je dirais un progressiste soft aux États-Unis. Et quand la chanson est sortie, il y a même des gens qui ont trouvé que la cible était peut-être pas si bonne que ça. Que c'est peut-être Ronald Reagan que Jello Biafra aurait dû viser, parce que Biafra, le chanteur donc des Dead Kennedys, s'avouait ouvertement très, très, très à gauche, mais... Et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de ramener cette chanson-là, qui, je crois, est assez d'actualité par rapport à la confusion ambiante. Parce qu'avec la mort de Charlie Kirk, on en a glissé un mot rapidement. J'ai pas voulu revenir là-dessus, parce que j'étais encore un peu en tabarnak de la façon que les médias ont traité cet événement, particulièrement au Québec. Et ça fait longtemps que je le dis que les médias nous aideront peut-être pas avec la montée de l'extrême droite. D'ailleurs, c'est une portion que j'ai ajoutée dans mon spectacle sur les médias, entre autres sur Radio-Canada, entre autres sur les médias publics. Et je suis encore fâché de la façon légère qu'on a traité l'affaire Charlie Kirk. Évidemment personne applaudit quand quelqu'un se fait assassiner. Mais c'est pas parce qu'il se fait assassiner que ses propos tenus deviennent fréquentables et deviennent une valeur ajoutée collective. Et la chanson des Dead Kennedys est confuse à ce niveau-là parce qu'on vise peut-être pas la bonne personne. Et je trouve ça intéressant de revisiter cette chanson-là aujourd'hui, qui, sur le plan musical, reste une tabarouette de bonnes chansons. Alors voilà, c'est là-dessus qu'on se laisse. La semaine prochaine, je vous propose une entrevue avec Pierre le Doc Landry, qu'on a déjà entendu, rappelez-vous, l'an dernier, pour les 30 ans du Mouton Noir, qui a sorti enfin son livre, son autobiographie sur les débuts sur la création de la Sainte Trinité, de l'album Trinitaire et de l'éclosion de Plume la Traverse. Ben, Pierre Landry, non seulement était à côté, mais a participé aussi sur le plan créatif à cette contre-culture. Alors, c'est vraiment une plongée dans ce monde bouillonnant
contre-culturelle au Québec à la fin des années 60, au début des années 70. L'entrevue est déjà réalisée. Je vous le dis, ça va être écœurant. J'ai tellement eu de plaisir à parler avec Pierre. Et en plus, c'est quelqu'un qui écrit bien et qui a une réflexion vraiment intéressante. C'est un homme de gauche qui a du vécu, qui a vu neiger. Alors, et on retrouve tout ça aussi dans cet essai. Vraiment, j'ai hâte de vous présenter ça. Ça va être la semaine prochaine. Mais en attendant, on serre les dents, on écoute du punk rock, puis on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe. Governor Jerry Brown, my aura smiles and never frowns. Soon I will be president. Out of power will soon go away. I will be Führer one day. I will command all of you. The kids will meditate. The kids will meditate too. California, over Alice, California. Will control you 100% natural.